Donc, l'introduction des enjeux éthiques de la recherche sur Internet, des perspectives canadiennes et des perspectives internationales. Donc, on va essayer de voir un peu les enjeux qui se posent. Donc, on l'a vu pendant ces 2 jours, les développements de la recherche sur Internet sont considérables, ils vont être de plus en plus considérables. Il y a une tendance très forte au développement de la recherche sur Internet. Est-ce que les études sur Internet posent des problèmes éthiques particuliers ou se situent-ils dans l'ensemble des enjeux éthiques habituels de la recherche? Troisième, quelle est la place de ces enjeux dans les codes et énoncés éthiques contemporains et en particulier dans ce qu'on appelle l'énoncé de politique des 3 conseils version 2. Okay, c'est le nouvel énoncé, il est sorti en décembre 2010, il est disponible en ligne. Si vous tapez énoncé de politique des 3 conseils, vous allez tomber sur ce document-là. Alors, c'est un document qu'il faut lire. En particulier, il y a des chapitres qui sont très importants. Le chapitre portant sur le consentement, le chapitre portant sur les conflits d'intérêts et 2 chapitres dont je vous recommande la lecture. Un, pour vous montrer qu'il y a une amélioration qui est le chapitre qui porte sur l'analyse, sur la recherche qualitative et un chapitre qui porte sur la recherche auprès des autochtones pour lesquels il y a des règles spécifiques. Okay, donc, ce nouvel énoncé commence à être en vigueur. Il va être en vigueur à l'université dans 1 an, mais on commence à travailler avec cet énoncé-là. Et c'est l'énoncé qui a été défini par les organismes subventionnaires. Alors, les enjeux éthiques sont les suivants. La validité des données recueillies sur Internet. Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire de la bonne science avec Internet ou non? Équité et justice dans le recrutement, consentement libre et éclairé, évaluation des risques et suivi, anonymat et confidentialité, sécurité et conservation des données. Et un autre élément qui n'est pas là, mais que je dois dire, personne, peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps à tiquer, c'est le incentive, le dédommagement. Okay, qui pose des problèmes, parce que de plus en plus, on va dire, on va tirer un iPad, 2 iPads, un iPod, etc. Et ça commence à gêner aux entournures les comités d'éthique. Et il va y avoir une réflexion qu'on devra faire là-dessus. Ça veut dire à quel point est-ce qu'on ne peut pas maintenant présenter des voyages 1 semaine dans les Antilles si on participe à la recherche. On va les revoir les uns après les autres. Ce qu'on peut dire, si on voit la validité des données, c'est qu'il semble, d'après beaucoup de recherches, que les données sont idem que dans les autres recherches. C'est-à-dire la validité n'est pas plus grande, n'est pas plus faible que dans d'autres recherches. Donc ça veut dire que déjà on peut pousser un ouf en disant bon, c'est accepté. Mais il y a un certain nombre d'avantages de la recherche via Internet éthique. Accès à des populations importantes et d'origines diverses. Même si on a vu qu'il pouvait avoir une fracture numérique, etc. Mais on peut accéder à des populations diverses. Puissance statistique augmentée, c'est important. Si on travaille avec 1000 personnes ou avec 50 000 personnes, on a des modalités statistiques beaucoup améliorées. La réduction de l'effet de l'expérimentateur, puisqu'il ne va pas exercer la même influence, la même coercition, le même pouvoir, par exemple dans un face-à-face, parce qu'il n'est pas là. Donc, s'il est en rapport avec Internet. La réduction des coûts, c'est important. Okay, si au lieu de faire une recherche qui va coûter 200 000 $, je la fais que ça coûte 50 000 $, c'est-à-dire le reste de l'argent, je peux l'utiliser à compléter de la recherche, mais j'ai une imputabilité et je ne dépense pas l'argent de l'État pour rien. Moins de temps passé à la distribution, à la collecte des données. On a déjà vu ça, donc je les rappelle pour mémoire. Moins d'erreurs dans la collecte des données puisqu'elles n'ont pas besoin d'être transcrites. Et ça, c'est important. Ça veut dire que vous allez avoir une validité plus grande de vos données, à condition, bien sûr, que la personne qui les a remplies n'a pas répondu n'importe quoi. Liberté des participants de répondre au questionnaire au moment de leur choix, donc une plus grande flexibilité dans le moment où ils répondent au questionnaire, et un passage plus rapide des données aux résultats,
puisqu'on peut accéder aux banques finalisées et une analyse plus rapide. Mais il y a des inconvénients, donc il faut peser les pour et les contre. Qui sont vraiment les participants? C'est la grande question éthique. Est-ce que je suis sûr que la personne qui dit « je jure que j'ai 18 ans », est-ce qu'elle a 18 ans ou non? Donc là-dedans, on a un problème. Les mêmes répondants, on l'a déjà souligné, donc les doublons peuvent répondre au questionnaire plusieurs fois, mais on a vu que les risques sont quand même très limités. Le taux d'abandon des répondants peut être élevé, l'interaction et les participants réduite. Ça, c'est important. Parce que je peux faire une recherche, on l'a vu, on ne va pas avoir le nombre qu'on attendait. L'honnêteté des réponses, qui peut être problématique, mais ce qui est l'avantage, c'est que la désirabilité sociale va être moindre. C'est que les individus, comme c'est anonyme et autres, peuvent donner un peu plus leurs vrais sentiments que lorsqu'ils sont dans un face-à-face, etc. La discrimination, alors c'est le grand problème, la discrimination à l'encontre de personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, qui ne savent pas s'en servir ou qui se sentent inconfortables face à cet outil. Bon, là, il y a une limite. Vraiment, on a vu qu'on pouvait la réduire peut-être en faisant des analyses, des stratégies mixtes, etc. Il peut y avoir des biais quant aux variables touchant le genre, l'origine ethnoculturelle. Par exemple, les groupes d'immigrants risquent d'être sous-représentés parce qu'ils risquent de ne pas avoir accès toujours à un ordinateur, ou au contraire parce qu'ils sont en contact avec leurs membres de familles de leur pays, avoir plus d'accès. Donc, il faut évaluer les éléments. La question de la répartition géographique, c'est évident, par exemple, on pourrait avoir plus de répondants de villes que des campagnes, des ruraux qui ne vont pas avoir accès au Wi-Fi, etc. Et le contrôle de la validité des variables stratégiques dans le cas d'entrevues réalisées en ligne. Parce qu'on risque, dans le cas d'entrevues réalisées en ligne, de ne pas toujours avoir le détail des variables qu'on veut contrôler. Mais ce qu'on sait, c'est que dans la représentativité des échantillons et biais, il semble qu'il y a peu de distorsion entre les échantillons, mais ça dépend des populations générales ou spécifiques. Or, il y a des recherches très intéressantes qui sont faites là-dessus, qui montrent que même pour des sujets très, très problématiques comme le poids, qu'on le fasse en ligne ou qu'on le fasse avec un intervieweur face à face, les distorsions sont très limitées. C'est-à-dire le fait de répondre sur Internet n'entraîne pas de biais particulier, même dans des sujets sensibles. Donc on voit que d'un point de vue éthique, il n'y a pas de gros problèmes à faire de la recherche sur Internet, sauf ce qui touche la question de les participants sont-ils ce qu'ils disent qu'ils sont. Le deuxième problème, c'est le consentement libre et éclairé. Et c'est là où les enjeux sont les plus problématiques. Pourquoi? Parce que le consentement libre et éclairé, ça veut dire que les individus ne sont pas soumis à une coercition, mais qu'ils ont très bien compris la recherche. C'est-à-dire qu'ils ont compris. Et pour vérifier en ligne s'ils ont bien compris la recherche, on en a déjà parlé, ça pose des problèmes spécifiques. Donc vous avez ici un texte qui montre que la documentation d'un vrai consentement éclairé devient problématique. Et donc là-dessus, il faut trouver des stratégies. Alors, le consentement libre et éclairé, les problèmes que ça pose, c'est la vérification de la compréhension de la recherche et de ses objectifs. Quand on fait la traduction d'un formulaire de consentement dans une autre langue, qui a traduit? Est-ce que ça a bien été traduit? Est-ce que la personne comprend les termes? Il y a tout dedans une réflexion à faire. Est-ce que très souvent, on va avoir de la part d'étudiants et de professeurs le début du formulaire de consentement qui dit la théorie psychologique ayant démontré que l'accommodement se fait à partir des variables d'attachement, etc. Il est évident que les parents ne vont pas comprendre ce vocabulaire-là. Donc il faut le formuler dans des termes compréhensibles par les participants. Si vous êtes dans disons, dans la haute technicité du vocabulaire, même si vous voulez bien faire, vous n'aidez pas à atteindre un consentement libre et éclairé. L'obtention du consentement, en particulier des mineurs, pour l'article 21. Mais j'en ai parlé hier, la règle, c'est qu'on dit à partir de 15-16 ans, là, on peut commencer à relâcher la pression du consentement parental, parce qu'il y a 15-16 ans, les gens peuvent prendre.
Le problème du débriefing, comment on assure le débriefing sur Internet. La modulation, donc on peut avoir des modulations selon le type de recherche. On n'est plus obligé d'avoir un modèle déterminé. Et les pistes de solutions sont multiples aujourd'hui. On peut avoir un formulaire de consentement, on en a parlé, bien séparé avec je clique sur chaque section. Je peux avoir un petit questionnaire dans lequel je reviens en disant avez-vous, qu'est-ce que vous avez compris d'eux, etc. Donc les pistes de solutions sont là. Avec le nouvel énoncé, on n'a plus besoin d'avoir la signature. Donc il y a des enjeux qui existaient dans le premier énoncé qui ont disparu. Le risque est suivi. C'est là où il y a aussi des problèmes. C'est la juste évaluation des risques de la recherche via Internet. Parce qu'on ne sait pas à l'autre bout comment les gens reçoivent la recherche. Pour nous, ça peut être des recherches qui ne semblent pas à risque, mais pour la personne qui les reçoit, dans le cas des traumatismes ou autres, il y a des problèmes qui peuvent se poser. Les problèmes de suivi au plan local, si je fais une recherche au Canada et qu'il y a des gens en Alberta, comment je vais connaître les ressources disponibles dans le coin et les meilleures ressources pose problème. Et vous imaginez au plan du suivi international, en Chine, on a eu des recherches qui se font sur le suicide en Chine. Donc le comité d'éthique s'est arraché les cheveux pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, comment la personne peut avoir accès à des ressources éthiques quand elle est à 5000 km et qu'elle ne parle même pas le même langage, la même langue que les chercheurs du Canada. Donc il y a des problèmes là sur lesquels il faut réfléchir. L'anonymat et la confidentialité, le grand problème, c'est l'Internet et les espaces entre privés et publics. Alors c'est là la grosse question. Vous avez ici un texte de Witty de 2004 qui dit même si c'est des espaces publics, est-ce que l'anonymité peut donner l'illusion que ce sont des espaces privés? Est-ce qu'on peut profiter de cela comme chercheur? Donc là, en votre âme et conscience, vous devez réfléchir à cette question et y répondre. Alors, est-ce qu'il est éthiquement justifiable d'aller dans ces sites, de downloader le matériel sans la connaissance ou le consentement des individus qui habitent ces sites-là? Il y a des problèmes qui se posent. Mais la tendance à dire si c'est un espace public et qu'il n'y a pas de règles qui interdit formellement l'utilisation de ce matériel, on considère qu'on peut y accéder. Alors, l'autre problème, c'est la sécurisation des données et l'entreposage qui se pose. Donc, c'est les enjeux technologiques liés à la confidentialité, la transmission des données et leur entreposage. Bon, est-ce que c'est une banque de données? C'est une base de données? Il peut y avoir des variations dans le statut éthique. Détruire ou conserver. Donc, nous, on pense qu'il faut peut-être développer la notion de patrimoine scientifique. Dans certaines conditions, dans certains cas, les banques ne sont pas juste des propriétés de chercheurs, mais peuvent avoir une valeur beaucoup plus nationale. Et donc, ce sont des enjeux sur lesquels on est en train de travailler. Alors, pour la deuxième partie, on va voir très rapide. On ne va pas faire un examen exhaustif des 4 éthiques. On va prendre des textes juridiques parce que là, on va pleurer tous ensemble parce que les textes juridiques sont beaucoup plus complexes. Il peut y avoir une contrainte importante au niveau des sources internationales, surtout la conception médicale de la bioéthique qui peut intervenir. Et on va finir sur le nouvel énoncé de politique des 3 conseils 2. C'est comme ça qu'on l'appelle le PTC2, qui permet de poser un certain nombre de questions. Alors, le PTC2, qu'est-ce qu'il dit? L'article 2.2, il n'y a pas lieu de faire évaluer par un CER la recherche fondée exclusivement sur de l'information accessible au public si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie. A. L'information légalement accessible au public et adéquatement protégée en vertu de la loi. L'information est accessible au public et il n'y a pas d'attente raisonnable en matière de vie privée. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas que la vie privée puisse être affectée. Donc ça veut dire que beaucoup de recherches qui se font sur Internet n'ont plus besoin d'une évaluation éthique. OK? Deuxième,
de PTC, les recherches non intrusives qui ne comportent pas d'interaction directe entre le chercheur et d'autres personnes dans Internet n'exigent pas une évaluation éthique. Okay, donc si vous faites de l'observation participante ou de l'observation et qu'il n'y a pas d'interaction, vous suivez la conversation, etc., vous n'avez pas d'enjeu éthique. Le matériel auquel le public a librement accès et pour lequel il n'y a pas d'attente quant à la protection de la vie privée, considéré comme l'information accessible au public, il n'y a pas d'enjeu éthique. Lorsqu'il existe des attentes raisonnables en matière de vie privée, lorsqu'il s'agit de l'accès à des renseignements identificatoires dans des sites numériques accessibles au public, tels que des clavardoirs sur Internet ou des groupes d'entraide dont l'accès à Internet est réservé aux membres, il doit y avoir une évaluation éthique. Donc si vous faites des profils et vous allez chercher de l'information en disant c'est un homme, c'est une femme, il a tel âge, voilà son pseudo, et vous êtes dans ces eaux-là. Et à ce moment-là, il faut le faire évaluer éthiquement. Et c'est bien le cas aussi dans les entrevues en ligne. Les chercheurs doivent fournir au CER des précisions sur les mesures de protection prévues pour toute la durée utile des renseignements. Sont ainsi visées la collecte, l'utilisation, la diffusion, la conservation et la suppression éventuelle de ces renseignements. Et ce qui est important, c'est là sur quoi le nouvel énoncé, c'est d'assurer le codage, le cryptage, l'anonymisation des données, c'est-à-dire que votre banque de noms et votre banque de noms réels et de pseudonymes ne doivent pas se retrouver dans le même endroit. Ils doivent être mis sur des fichiers dans des ordinaux séparés. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, un fait accessible au public peut néanmoins être considéré comme privé dans la culture des participants. Il se peut que certains groupes s'attendent à un degré raisonnable de protection à l'égard de la vie privée ou de certaines activités. Par exemple, cérémonies religieuses ou clavardage sur Internet. Participants et observateurs accorderont un certain degré de confidentialité aux activités qui s'y déroulent. Bon, ça, c'est important. Si vous allez chercher des choses de clavardage et que les gens s'attendent à ce qu'il y a là-dessus reste privé, il faut le vérifier. Mais si vous êtes dans des données anonymes désagrégées et que vous dites sur 100 messages de clavardage, il y a 20 fois le mot forum qui apparaît, il n'y a aucun risque. Même si la personne s'attend à un degré raisonnable de protection de la vie privée, mais parce que ce que vous révélez n'a aucun effet. Si vous décidez de faire, par exemple, une étude lexicale du vocabulaire sur un forum Internet, vous allez prendre tous les messages, les passer à Semato et dire on retrouve 1000 fois le mot forum, 50 fois le mot médicament, etc. Il n'y a aucun enjeu éthique. Vous ne portez préjudice à aucune personne. OK, donc, tant que c'est agrégé, anonymisé, vous n'avez pas de problème. Alors, où il y a des problèmes, c'est par rapport au FQRSC où il y a certaines règles en 2002 qui peuvent être problème, mais ça date. On est en 2011, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui s'est faite, mais on voit par exemple, toujours les chercheurs s'assureront que les informations soient recueillies à l'aide de logiciels permettant que celles-ci soient encryptées de manière sûre et efficace. Donc c'est ça la préoccupation de plus en plus sur les recherches sur Internet. Vous me donnez 2 minutes et je finis. Alors, le grand problème au niveau international, c'est la vision différentielle de l'éthique. Dans certains pays, on a une approche déontologiste de l'éthique, c'est-à-dire que ça fait partie du code de profession, tandis que nous, on est conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on essaie de voir les conséquences de la recherche. Donc, c'est 2 modalités différentes de vision de l'éthique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une absence du thème dans un grand nombre de cadres éthiques consultés pour la période de 1000 à aujourd'hui. Ça veut dire que, heureusement peut-être, malheureusement peut-être, l'Internet n'a pas pénétré la culture scientifique à un point tel où tous les problèmes éthiques ont essayé de tout soulever et résolus. Alors, peut-être juste vous donner un document, celui qui est le plus clair, c'est celui de Norvège, de 2003 qui s'appelle Research Ethics Guidelines for Internet Research, qui est en ligne. Donc vous pouvez aller voir les stratégies qui sont utilisées.
Le deuxième, donc il donne toute l'analyse. Lui, c'est le plus développé en termes d'éthique sur Internet. Donc, il y a aussi les lignes directrices internationales pour les études épidémiologiques, le SIOMS 2008, qui peut vous servir aussi de base de réflexion sur les enjeux éthiques. Il y a le projet Ethica aussi, qui est le projet européen d'identification d'éthique émergente, où il y a 3 problèmes qui se posent. C'est ce qu'ils appellent l'intelligence ambiante. Alors, je suppose que vous connaissez ce concept. Et intelligence ambiante, c'est le fait que maintenant les ordinateurs peuvent se parler les uns par rapport aux autres sans passer par l'intermédiaire humain. Donc, ça pose des problèmes de transfert. La réalité virtuelle et le futur Internet dont je ne connais pas tout à fait le détail, qui est le Web 3. Donc, Ethica peut vous servir aussi de base de réflexion. Voilà.